Nous sommes à Guernesey, à Saint-Peter-Port, sur les hauteurs, rue d'Hauteville, numéro 38. Nous sommes chez Victor Hugo, à Hauteville House. C'est une maison que Victor Hugo acquiert peu de temps après d'être arrivé à Guernesey. Il va passer 3 ans à l'aménager, à en faire entièrement le décor. Il va y passer les 15 dernières années de son exil. Hauteville House a la particularité d'être une maison d'écrivain décorée par l'écrivain qui l'a habitée et qui en a fait ainsi une œuvre d'art totale. Hauteville House reste aujourd'hui un lieu extrêmement fort parce qu'il reste imprégné de la présence de Victor Hugo qui a écrit plusieurs de ses chefs-d'œuvre, mais aussi parce qu'il est pour chaque visiteur une émotion, une expérience esthétique très particulière. Parce qu'on est complètement imprégné dans cet univers qui est la projection, en quelque sorte, du cerveau de Victor Hugo, de sa pensée poétique, philosophique, morale, politique. Tout ça se retrouve dans la maison. Et Victor Hugo, quand il est décorateur, traite absolument tout l'espace. Il ne laisse aucun centimètre carré vide. Chaque pièce nous raconte une histoire, chaque pièce se complète à partir d'une sorte de grammaire un peu commune, d'un vocabulaire qu'on retrouve un peu de pièce en pièce. Et chaque fois, c'est un nouveau récit. Victor Hugo est très authentiquement un artiste visuel, donc il est très conscient du matériau qu'il utilise. Beaucoup de boiseries qu'il récupère sur des vieux meubles normands ou des meubles gothiques. Beaucoup de textiles, des tapisseries anciennes, Gobelins, Bruxelles, des soieries. Hugo va procéder par collage, assemblage d'éléments. Donc on a des époques différentes, des géographies différentes. Cette maison est construite en fait comme un bateau, c'est-à-dire par des charpentiers de marine. C'est une maison en bois. Elle bouge un peu, elle s'use aussi. Et puis surtout, Victor Hugo, s'il a été un écrivain de génie, un dessinateur et un créateur, décorateur de génie, était, il faut l'avouer, un peu moins bon ingénieur. Et lorsqu'il a fait des interventions très spécifiques et très fortes sur le bâtiment, comme la serre à 2 étages qu'il plaque sur la façade jardin avec l'atelier et le jardin d'hiver, quand il coupe une partie du toit pour installer ce look-out, il ne mesure pas tout à fait les implications de ses travaux sur la vie de la maison. On est dans un cadre bâti qui est assez chaotique parce qu'il est issu d'un travail qui a été mené directement sous le contrôle de Victor Hugo au cours du 19e siècle et avec des entreprises locales, mais qui du coup ont donné un côté un peu improvisé à certaines solutions techniques et qu'aujourd'hui on paye en partie. La maison est ancienne, elle a beaucoup vécu, elle a connu des grandes périodes d'occupation avec Victor Hugo, après une occupation plus intermittente dans les dernières années de sa vie et après sa mort. Et puis elle devient, à partir de 1927, une sorte de musée, c'est-à-dire à partir du moment où la famille fait don de cette maison à la ville de Paris. Elle devient donc un musée et est régulièrement visitée chaque année. Et donc, depuis l'époque de Victor Hugo, ces décors ont souffert des infiltrations et se sont ruinés un peu au fil du temps. Et maintenant, on est arrivé au point où il faut intervenir. C'est ce que nous avons décidé de faire et de lancer justement une grande campagne de travaux et de restauration. Principalement donc sur cette serre à 2 étages de la façade jardin, sur ce look-out, sur les fenêtres de la façade sur jardin, de façon à mettre véritablement la maison hors d'eau. Alors ici, nous nous trouvons dans sans doute l'une des pièces les plus importantes et les plus originales d'Hauteville House, qui est ce qu'on appelle le look-out, un espace qui a été construit par Victor Hugo. Il a fait couper un pan du toit pour aménager ce crystal room, comme il disait aussi. Donc cette pièce entièrement vitrée qui est adossée à la maison et qui donne sur le port et la mer qu'on peut voir derrière moi.
Et cette pièce était destinée à l'écriture, avec 2 tablettes amovibles à chaque angle, côté de la mer, où il écrivait debout. J'ai face à moi des feutres imprimés complètement délavés. J'ai même le bois à l'état brut, puisqu'on a retiré des miroirs qu'il faut restaurer. Le lookout qui a été construit sur le toit, donc dans une position qui est aujourd'hui absolument magnifique, qui est très problématique du point de vue du fonctionnement d'un toit normal, dans lequel il y a des lignes d'écoulement des eaux. Et ce lookout, il a été construit pratiquement à l'emplacement de la ligne d'écoulement principale des eaux. Donc du coup, il va modifier certaines pentes du toit pour éviter que l'eau continue à s'infiltrer à l'intérieur. Et ensuite, on va travailler sur la restauration du volume lui-même, à la fois sur les vitrages et sur les structures menuisées qui pâtissent effectivement de l'action du temps, principalement des facteurs météorologiques qui peuvent être particulièrement forts et violents sur l'île. L'autre endroit important dont on parlait, c'est cette serre à 2 étages, donc avec au rez-de-chaussée une pièce qu'on appelle l'atelier, et au-dessus un jardin d'hiver ou une serre où Victor Hugo faisait pousser du raisin. Il était très très fier de son raisin. Ce décor a pratiquement complètement disparu, il n'y a plus de raisin aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de canapé, en tout cas plus de revêtements. Là, on a une problématique qui est différente, d'un poteau en béton très massif, qui est venu en remplacement d'un poteau en bois. Tout ça a chargé davantage le sol et donc du coup a aggravé cette problématique structurelle. En l'état, elle est complètement étayée, elle est fragile, elle ne tiendra pas à moyen terme. Ce qui veut dire qu'on est obligé de le démonter pratiquement intégralement et qui nous permettra donc de restituer ces dispositions à l'étage pour revenir sur une enveloppe extérieure qui sera tout à fait conforme à celle qui a été connue par l'écrivain. Et ce qui nous paraît très important dans cette campagne de restauration, c'est de retrouver l'aspect visuel d'origine. Parce que ce qui vaut dans cette maison, c'est ce qu'a voulu faire Victor Hugo. Et donc c'est ce travail d'artiste, véritablement, qu'il a fait, ce travail très visuel, où en fait, quand on creuse les choses, quand on étudie les photographies anciennes, quand on étudie les sources écrites, qu'on comprend comment il a voulu aménager chaque pièce, on prend conscience de cette importance de cette création visuelle. Et donc c'est à ça qu'il faut essayer de revenir. Cette campagne de travaux et de restauration que nous allons lancer est une opération extrêmement complexe. Il y a des interventions de grosses œuvres et puis une accumulation de petits chantiers de restauration, que ce soit la restauration de nattes de paille qui ont souffert des courants d'air, sur les matériaux fragiles qu'aimait utiliser Victor Hugo, de meubles de lac et de portes de lac. Victor Hugo adorait les meubles en lac parce qu'en fait c'était des meubles paysages et qui sont fragiles et qui ont beaucoup souffert des variations d'hygrométrie et de température. À chaque fois, c'est une opération complexe où les coûts s'ajoutent parce que pour établir un devis, le restaurateur doit venir voir l'objet. Donc on a déjà des coûts de déplacement et de séjour à Guernesey qui sont importants. Ensuite, soit il fait la restauration sur place, et dans ce cas-là, ses coûts de restauration sont renchéris par son déplacement et ses frais de séjour, soit il faut ramener l'objet à Paris et on a des frais de transport, des frais même de licence d'importation. Voilà. Donc tout ça s'accumule, s'ajoute et crée un coût d'autant plus important. En tout cas, bien supérieur à ce que serait l'équivalent d'une telle opération en France. On sait qu'il faut à peu près 2 millions d'euros pour faire les principales interventions prévues pour les priorités définies pour cette première campagne. On essaye de mobiliser toutes les bonnes volontés en recherchant soit des grands donateurs, soit des donateurs plus modestes. Et c'est pour ça que nous avons lancé une campagne de mécénat participatif à travers la plateforme de la Fondation du patrimoine. Cette œuvre, elle risque, sinon de disparaître, c'est peut-être excessif, mais d'être fortement mutilée par l'action du temps. Et donc aujourd'hui, l'effort que nous menons tous, pour lequel on appelle aux contributions, vise à faire perdurer cette œuvre qui est absolument majeure, qui traduit une facette de l'immense personnalité de Victor Hugo, qui est peut-être méconnue, moins connue, ou on dit parfois loin des yeux, loin du cœur. Il est moins connu en France que d'autres ouvrages qui sont tout à fait aussi déterminants dans son parcours. Participer à la restauration d'Haute-Villahos, c'est pas seulement
participer à la restauration d'une œuvre d'art et d'une œuvre de génie. C'est aussi participer à la restauration de cette œuvre qui est un symbole universel, comme l'est l'œuvre de Victor Hugo, de son engagement politique, de ses grands combats qui sont des grands combats universels, que ce soit contre la peine de mort, que ce soit contre la pauvreté, contre la misère, soit pour la liberté d'expression. C'est vrai que cette maison, elle est porteuse de tout cela. Et c'est ce qui fait que l'œuvre de Victor Hugo est une œuvre qui est aussi bien lue en Chine qu'en Amérique du Sud, qu'en Russie, qu'en Angleterre et aux États-Unis, parce que ça parle à tout le monde à travers toute la planète. C'est ce symbole qui est effectivement incarné dans cette maison et dont elle est porteuse. Et donc, voilà, on peut être un mécène pour 5 €, et pour 5 €, on maintient en vie ce symbole.